Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir, aujourd'hui je suis à fond, qu'on va discuter nutrition fonctionnelle. Bonsoir à Nathalie, à Richard, à Evelyne, Adrien, Fabienne, bonsoir, Delphine, bonsoir, Aïssani, bonsoir, Naïma, bonsoir, Sylvie, Marie, Jeanne et tous qui sont là, merci pour être là, merci de votre confiance, ça me fait chaud au cœur de vous voir. Bonjour Arthur qui est là aussi, merci d'être là. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, comme je vous ai dit avant, c'est sur les modèles alimentaires, sur l'alimentation. Mais avant cela, vous avez écouté un petit peu de la chanson brésilienne. Pour ceux qui ne savent pas, hein, peut-être vous n'avez pas remarqué que j'ai un accent, je ne sais pas. Je suis brésilienne. Et vous avez écouté une chanson qui me tient beaucoup au cœur, qui est la bossa nova. Vous dites en français bossa nova, mais en fait, on dit bossa nova. Et cette bossa nova, c'est un genre musical qui ayant émergé à la fin des années 1950 à Rio de Janeiro, au Brésil. Et elle prend ses racines, je ne sais pas si vous avez remarqué, un peu dans la samba et aussi du jazz, du cool jazz. Et ce mélange-là, ces styles musicaux brésiliens, sont les plus connus dans le monde en termes de Brésil. Le carnaval, ok, pourquoi pas, mais cette qualité de musique, les chansons, les paroles, parlent beaucoup de nos racines, de nos histoires, des histoires d'amour. Et le père de cette bossa nova s'appelle Tom Jobim et Vinícius de Moraes. Vous avez écouté dans la voix d'une femme, la chanson la plus connue, c'est Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vous connaissez ça? Donc, je voudrais tout simplement vous dire que c'est un genre musical mondialement connu et ce genre musical a été repris par Henri Salvador, par Claude Nougaro, par Georges Moutaki et par Bernard Lavilliers, entre autres. Alors, je voudrais déjà vous poser une question pour ceux qui étaient hier ici, hier dans notre échauffement d'hier, vous me dites oui. Sinon, vous me dites non. Comme ça, je sais le nombre de personnes qui étaient ici dans nos échauffements et ceux qui n'étaient pas là. L'échauffement, ce non-échauffement, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes dans l'échauffement numéro 4. On aura notre dernier échauffement demain. Et pourquoi ce non-échauffement? Parce que c'est une préparation pour notre grand événement qui sera la semaine prochaine, où on aura 3 jours, lundi, mardi et mercredi, à 19h29 pile. Et préparez-vous parce que ça peut prendre 2h30, même 3 heures. J'ai beaucoup de choses à vous raconter dans notre immersion pratique en nutrition fonctionnelle. On va avoir aussi un bonjour de Rick. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes tous en forme, car Elisa est vraiment en forme ce soir. Alors, comment analyser et proposer? On avait dit alimentation, mais aujourd'hui, on va continuer à plonger dans le cœur de nos pratiques de santé. Dans nos pratiques de santé, là où la science rencontre l'individu, un seul individu, parce que tout notre travail est vers l'individualité, la personnalisation de toute notre proposition de santé. Donc, la théorie, la science devient une transformation. Et c'est pour cela qu'on parle de transformer. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe. Je suis spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer, et là le mot transformation, de vie. La vôtre en tant que professionnel de santé et celle de vos clients ou de vos patients.
Donc, je me dirige ici à vous, à tous les professionnels de santé, coach sportif, naturopathe, médecin, infirmier, dentiste, que je suis, naturopathe, que je suis, ostéopathe, j'ai fait 3 ans d'ostéopathie. Enfin, à vous tous, thérapeutes, pour découvrir ceux qui ne connaissent pas cette stratégie, cette façon de réfléchir. Ce n'est pas un protocole, ce n'est pas une technique qui s'appelle nutrition fonctionnelle, chapeautée par la médecine fonctionnelle. Donc, nous allons aujourd'hui dévoiler ensemble les subtilités de l'alimentation dite fonctionnelle et découvrir comment une analyse minutieuse du modèle alimentaire d'une personne, de nos clients, de nos patients, peut non seulement prévenir, mais également inverser complètement les cours de la maladie chronique qui façonnent l'ère moderne que nous sommes. N'est-ce pas? Actuellement, beaucoup de problèmes chroniques. Nous avons parlé de notre premier jour exactement de ce concept de chronique aiguë. Nous avons déjà développé la notion de qu'est-ce que c'est la nutrition fonctionnelle, qu'est-ce que c'est la médecine fonctionnelle, la différence entre naturopathie, par exemple, et nutrition fonctionnelle. On a dit aussi que nutrition fonctionnelle n'est pas du tout nutrition, ni alimentation, que la nutrition est un morceau de ce concept qui s'appelle nutrition fonctionnelle. Donc, en tant qu'experts de santé, nous sommes conscients que chaque aliment ingéré a le potentiel de nourrir la santé ou de la compromettre. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce partie de la nutrition fonctionnelle qui est l'alimentation. Mais ce n'est pas synonyme. Je vous ai dit ça plusieurs fois, mais on est dans cet apprentissage zigzag. Donc, cette présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est un outil, ça va vous aider à interpréter, montrer comment on fait pour savoir le besoin nutritionnel spécifique de quelqu'un et pour élaborer des stratégies alimentaires personnalisées. C'est ça notre objectif. Donc, je vous montre aujourd'hui comment on fait les choses, comment on raisonne, qu'est-ce qu'on a comme outil. Et en continuant les questionnements que vous avez, vous pouvez poser des questions quand vous faites votre inscription pour notre semaine, qui sera la semaine prochaine, de l'immersion pratique et nutrition fonctionnelle. Vous me posez des questions et donc je profite là pour répondre. Il y a Sophie, qui est naturopathe, qui m'a demandé l'alimentation fonctionnelle. Je trouve intéressant que ça vienne d'une naturopathe. L'alimentation fonctionnelle peut-elle guérir? Je trouvais, Sophie, que votre question est vraiment importante parce que l'alimentation fonctionnelle ou pas ne peut pas être définie comme curative. Ça serait absurde au sens strict du terme, absolu du terme, parce que l'alimentation ne va jamais remplacer les traitements médicaux allopathiques qui parfois sont extrêmement nécessaires pour certaines conditions graves, chroniques même, et surtout aiguës. Donc l'alimentation fonctionnelle, elle peut jouer un rôle dans la promotion de la santé, dans la prévention des maladies, dans l'amélioration des symptômes, de nombreuses conditions chroniques. Ça oui, c'est ça la fonction de l'alimentation. Prévention, amélioration des symptômes de plusieurs conditions chroniques et surtout la promotion de la santé. Alors, cette nutrition fonctionnelle, elle va vous offrir une approche intégrative, holistique. Comme je vous ai dit, ce mot sont un peu usés, holistique, intégratif, tout le monde dit ça. Mais je vous montre exactement comment vous allez réfléchir. J'ai déjà montré un traitement d'un syndrome du côlon irritable classique et notre façon de raisonner quand on est dans la médecine ou dans la nutrition fonctionnelle pour ce même syndrome
du côlon irritable. Je vous ai montré une femme qui avait diarrhée, ballonnement, etc. et une autre femme qui avait les mêmes signes et symptômes en vous prouvant qu'on ne peut pas prendre l'une et l'autre comme deux êtres identiques. Ce n'est pas possible. Il y a des conditions hormonales, des conditions de l'âge, des conditions de l'environnement, des conditions de génétique, de épigénétique qui sont complètement différentes de la femme A et de la femme B, malgré elles présentent les mêmes signes et symptômes. On est tous d'accord. Donc, pour chaque client, pour chaque patient que vous avez, vous devrez savoir faire une évaluation approfondie de l'alimentation de la personne. Et ce qu'on va appeler modèle alimentaire. Et vous ne pouvez pas analyser un modèle alimentaire en lui demandant qu'est-ce que vous avez mangé hier ou qu'est-ce que vous mangez normalement. Les gens ne vont pas vous donner un modèle. Un modèle doit être étudié. Et ils sont essentiels, ce modèle, pour obtenir le meilleur résultat possible et imaginable. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Et là, peut-être vous allez me demander, Elisa, je commence par où? Je commence par où? Tout à fait. Donc, c'est ça qu'on va discuter ici. Hier, nous avons parlé de la première consultation, les 5 erreurs de la première consultation en nutrition fonctionnelle. Si vous étiez là, vous vous rappelez. Si on parle de propositions alimentaires, pour vous contextualiser, quand on va analyser et proposer un modèle alimentaire, parce qu'en amont, on va analyser le modèle alimentaire de la personne et en deuxième temps, on va proposer, fondé sur le modèle que la personne nous a présenté, un modèle plus efficace, plus adapté pour cette personne-là. Donc, si on parle de proposition, pour vous contextualiser, cet professionnel de santé, il a déjà réalisé quoi? Il a déjà réalisé les QANF, qui sont les questionnaires en nutrition fonctionnelle. Probablement, il a envoyé ce QANF à la patiente, ou au patient, ou au client, ou à la cliente. Elle a répondu. Vous avez regardé dans votre cabinet. Quand la personne arrive, vous avez déjà ce questionnaire déjà fait. Vous avez maintenant déjà fait la première consultation, donc vous avez la ligne du temps du patient, vous avez reçu l'enquête alimentaire de 7 jours de cette personne. Il y a une façon de demander l'enquête alimentaire. On ne demande pas l'enquête comme ça, petit déjeuner, non, c'est pas comme ça. On fait d'une autre façon, que je vais vous montrer après, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Vous allez normalement diviser vos consultations en 3 sphères que je vais vous montrer là tout de suite. Donc, dans le premier sphère, ça c'est la première sphère. On commence déjà par la technique, l'analyse du modèle alimentaire de votre client. Cette analyse, vous allez rendre à votre client dans une autre consultation. Donc, vous allez remettre cette analyse à votre client lors de la prochaine consultation. Vous avez compris. Vous avez fait le QANF, vous avez fait la timeline, première consultation. Vous donnez au client tout ce qu'il faut pour son enquête alimentaire. Il vous envoie cette enquête alimentaire. Donc, entre la consultation numéro 1 et la numéro 2, vous avez déjà reçu cette enquête alimentaire. Donc, vous comprenez bien que cette consultation ne peut pas coûter 40 €. Même pas 50. Vous comprenez bien? Parce qu'on a beaucoup de travail quand la personne arrive. Après, les choses se font très tranquillement. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a plusieurs modèles que je vais vous proposer, pas aujourd'hui, mais au long de la formation. Donc, vous remettez cette analyse à votre client lors de cette consultation. Et nous avons, avant tout, un accompagnement qui va inclure une réadaptation de ce modèle alimentaire que vous avez proposé de votre client ou de votre patient. Alors, cet accompagnement, il est constitué de plusieurs consultations. Je ne sais pas combien, parce que je ne sais pas quelle est la demande du client. Je ne sais pas si vous êtes un coach sportif, je ne sais pas du tout. Tout ça, on va adapter à votre réalité
vous, professionnels de santé, à votre réalité en tant que professionnel de santé. Ça, c'est une autre histoire. Mais notre lumière aujourd'hui est comment analyser ce modèle alimentaire, comment proposer au client un modèle alimentaire. Donc, je vais vous poser une question. Modèle alimentaire, finalement, et régime alimentaire, vous considérez la même chose? Modèle alimentaire et régime alimentaire, pour vous, c'est la même chose? Oui ou non? Dites-moi. Et Eric va me donner la réponse. Donc, la question est modèle alimentaire et régime alimentaire. Vous considérez la même chose? Donc, il y a Aïssani qui a dit oui. Alexandre a dit non, non pas pour moi. Mais je voudrais savoir pourquoi pour vous, ce n'est pas la même chose. Modèle et régime alimentaire. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, notre temps est très précieux, je vais vous donner la réponse de la vision. Quand je dis réponse, c'est la vision de la médecine et de la nutrition fonctionnelle, évidemment. D'accord? Donc, d'un côté, on a un régime alimentaire. Donc, cela met en relief exactement la différence de modèle et de régime. Donc, regardons ensemble ici le régime. Un plan ou un programme alimentaire, attention, suivi temporairement. Un régime, c'est parce que j'ai un problème, j'ai beaucoup de ballonnement, j'ai un syndrome du côlon irritable, j'ai un SIBO, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, on va proposer un régime. Peut-être même je suis en surpoids ou j'ai plusieurs comorbidités ou j'ai quelque chose, j'ai des déséquilibres que je vais proposer un régime anti-inflammatoire, un régime. Il y a une pyramide de régimes qu'on ira discuter plus tard. Régime low carb, un régime enfant. Et là, c'est un régime avec une étiquette. Régime cétogène, etc. Des directives spécifiques sur quoi manger, en quelle quantité et à quel moment. Régime. Souvent élaboré pour atteindre un objectif spécifique, comme la perte de poids, la gestion d'une maladie, perte de poids d'une façon un peu aiguë, on va dire, gestion d'une maladie, comme le diabète, comme le pré-diabète. Et structurer ce régime, quand on propose un régime, il est structuré, il est détaillé, parfois avec des mesures strictes et même parfois avec un menu. Manger le matin, vous allez manger ça, à midi, vous allez manger ça, etc., etc. Habituellement suivi pour une période déterminée. Par exemple, un régime FODMAPs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un régime que je vais baisser le fibres, je vais baisser le sucre, un certain type de sucre pour des raisons X ou Y, et c'est pour une période déterminée. On ne peut pas faire ça à vie, d'accord? Conçu avec un but précis de santé ou de bien-être important. Ça, c'est un régime. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est un modèle alimentaire? Alors, représente les habitudes alimentaires de longue durée. Donc, vous comprenez bien que les gens mélangent tout. Vous pouvez faire un régime cétogène, vous pouvez faire un régime low carb, mais vous n'avez pas un modèle alimentaire low carb, vous n'allez pas tenir parce qu'un régime est constrictif, est difficile. C'est pour résoudre un problème. Après, on va prendre cette personne et on va modifier son modèle alimentaire pour un autre modèle alimentaire. Vous vous rendez compte, changer des habitudes de quelqu'un, c'est quelque chose de complexe. Mais c'est ça. Modèle alimentaire inclut les types d'aliments, les préférences, n'oublions pas, et les motifs de consommation. Donc, on va donner conscience à la personne pourquoi dans son modèle alimentaire, ça veut dire, ah Elisa, ça devrait être à vie. Bon, on change de modèle alimentaire. Si on change de pays, on change de modèle alimentaire. Si on change de ville, d'état,
on change de modèle alimentaire, mais un modèle alimentaire, il dure au moins 1 an, 8 mois. C'est quelque chose de beaucoup plus stable qu'un régime alimentaire. Et là, il faut prendre en compte les préférences de la personne et lui expliquer clairement pourquoi on va enlever un aliment de son modèle alimentaire. Donc, c'est pour longtemps. Mais il faut lui expliquer le pourquoi et le comment. C'est pas tout simplement dire plus de laitage, plus de gluten. Ça, c'est complètement bidon. Parce qu'il y a des gens qui ont la lactase et qui peuvent très bien manger du lait. Ah, le lait est inflammatoire. Prouvez-moi avec les articles scientifiques que le lait est totalement inflammatoire. Il peut être pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. La même histoire, le gluten, il a subi beaucoup de modifications et les gens deviennent de plus en plus intolérants, pas allergiques, au gluten. C'est vrai. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien à faire. Ils n'ont pas ce problème-là. D'accord? Donc, influencé par la culture, l'économie, la société et les traditions personnelles. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas changer la culture brésilienne ou la culture de l'Afrique du Nord ou la culture française, chambouler complètement l'alimentation d'une personne parce que ça ne va pas marcher. Il ne va pas le faire. Donc, on va prendre chaque component culturel de cette personne et réadapter pour qu'elle soit avec sa santé optimale. Je ne dis pas qu'elle soit en bonne santé, parce que bonne santé, ça veut dire rien. Santé optimale, c'est pas de signes, pas de symptômes psychiques, elle va bien dans sa peau. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Flexible, le modèle alimentaire, il est beaucoup plus flexible qu'un régime alimentaire. Beaucoup plus. Parce que c'est à long terme. Donc, il doit être flexible, souvent non structuré. Et je vois les diététiciennes, pardonne-moi diététicienne, en train de dire aux gens, vous mangez une pomme le matin, du riz à midi. Les gens deviennent complètement dépendants, ignorants, et ils ne savent pas quoi manger. Je ne donne pas de menu et les diététiciennes sont très préoccupées avec le travail des autres professionnels de santé en train de dire vous ne pouvez pas donner de menu aux gens. Ben, moi, je ne donne pas et je ne veux pas donner. Donc, si les diététiciennes, pour elles veulent continuer à donner des menus, pourquoi pas? Mais nous, on ne donne pas de menu. On donne un modèle alimentaire qui n'a rien à voir avec menu. OK? Ce sont des choses différentes. Et où on va donner un menu? Dans un hôpital. Dans un hôpital, on fait un menu et on donne aux gens. On ne leur demande pas leur modèle alimentaire, n'est-ce pas? Ça serait intéressant, mais ce n'est pas viable économiquement. Donc, il n'y a pas de modèle alimentaire dans l'hôpital. Et on ne va pas reproduire ça en dehors des hôpitaux. C'est complètement, ça ne fait pas de sens. Donc, flexible, peut évoluer naturellement au fil du temps, peut améliorer. Il peut s'améliorer. On ne change pas un modèle du jour au lendemain. On va discuter de ça. Et pas nécessairement conçu pour atteindre des objectifs de santé. Quand je dis ça, de santé, en ce moment-là, que la personne a des douleurs, etc. Les objectifs de santé à long terme, c'est le modèle alimentaire. Nous avons différentes questions. La première de Laetitia, alimentation acido-basique, c'est un modèle? Non, alimentation acido-basique, elle dit déjà, c'est un régime alimentaire. Parce que tu vas contrôler, ah ça c'est acide, ah ça c'est basique, ah ça c'est... Et c'est qui m'a posé la question? Laetitia. Laetitia, vous êtes d'accord qu'une personne ne peut pas passer sa vie en train d'analyser si c'est acide ou c'est basique, c'est acide ou c'est basique. On peut utiliser ça dans un premier temps en tant que régime. Mais après, il va falloir s'adapter à une réalité. Les gens voyagent, les gens bougent, les gens ont des envies. Et tout ça sera une éducation qu'on va. Il n'y a pas, ne me demandez pas, qu'est-ce que vous dites aux gens pour manger? Ça n'existe pas. Je ne sais pas qui est devant moi. D'accord? OK. Nous avons Jamila, mais qui pose une question, mais la réponse est dans sa question, puisqu'elle indique « Le régime flexitarien est un modèle alimentaire ?» Je vais vous donner un exemple de modèle alimentaire.
ok? Quand on dit modèle alimentaire, c'est une tendance. Par exemple, un modèle alimentaire méditerranéen, ça veut dire quoi? Que c'est un régime méditerranéen? Non, mais il a une tendance de suivre la Méditerranée. Tendance. Il y a des choses qui vont être, il y aura une flexibilité. Donc, le non flexitarien, eh ben, ça peut être considéré un modèle si vous rentrez dans cette dynamique de tendance. Pourquoi pas? Ok? Ne sois pas trop structuré quand vous me demandez, c'est un modèle ou c'est un régime? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Un modèle, c'est à long terme, ok? C'est quelque chose de personnalisé, c'est quelque chose de personnalisé sur le goût, personnalisé sur la santé, sur le bienfait ou sur le malfait à cette personne-là. Ça, c'est le modèle. En tant qu'un régime, j'enlève plusieurs choses qui peut-être la personne n'avait pas besoin d'enlever. Mais on enlève parce qu'on a besoin d'analyser. Par exemple, un régime d'élimination, on va éliminer plusieurs éléments. Et après, on va remettre ces éléments exactement pour voir la réponse de cette personne et pour pouvoir inclure tout ça dans son modèle alimentaire. Notre vision est inclusive et pas exclusive. Je vais vous parler tout à l'heure. OK? Donc, le modèle alimentaire qu'on travaille est divisé en 3 cycles. Le cycle 1, analyse du modèle alimentaire de la personne. Le cycle 2, intervention. Peut-être un régime alimentaire avec un titre, low carb, cétogène, je ne sais pas, élimination, etc. Cycle 3, personnalisation du modèle alimentaire. Vous avez compris? Vous pouvez noter ça parce que je n'ai pas ça écrit. Cycle 1, on va analyser le modèle alimentaire de la personne, voir les points positifs et négatifs. Mais comment analyser le modèle alimentaire? C'est ça qu'on va voir tout de suite là. Intervention, on va intervenir en lui proposant un régime alimentaire si besoin, ou sinon, on va au cycle 3 qui est la personnalisation du modèle alimentaire. On peut parfois pas imposer un régime alimentaire. Hein. On peut aller du modèle alimentaire de la personne jusqu'à personnalisation du modèle alimentaire. C'est rare. Normalement, les gens qui viennent nous voir, ils ont des altérations soit gastro-intestinales, soit extra-intestinales, mais qui ont comme cause des causes intestinales, qu'on a besoin d'intervenir. Mais bon. Ce modèle alimentaire, comment on analyse? Premièrement, on va regarder 7 jours de la personne et on va regarder la question de calories et la question qu'on appelle la macronutrition. Le glucide, la protéine, les lipides. Les gens qui vous disent calories, c'est une connerie, on n'a pas besoin de mesurer, ça c'est faux. Parce que il y a une loi. Si vous mangez beaucoup de calories vis-à-vis de votre métabolisme, vous gagnez du poids. Vous gagnez du poids. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous gagnez de l'inflammation, vous gagnez de l'estress oxydatif, vous gagnez tout ce qu'il ne faut pas gagner. Si vous mangez les calories qui vont en accord avec votre métabolisme basal, vous ne bougez pas. Et si vous voulez perdre du poids, perdre de la masse maigre, parce que quand je dis perdre du poids, ça me fait peur. Parce que ce n'est pas perdre du poids, c'est perdre de la masse, c'est pas perdre de la masse maigre. Je vais dire masse maigre. C'est perdre de la masse graisseuse. Ok? Perdre de poids, c'est perte de masse graisseuse, du gras. Ça, c'est perdre du poids. Mais beaucoup de gens perdent du poids en train de perdre beaucoup de masse maigre et pas beaucoup de masse graisse. Donc, première analyse, c'est ça, macro. Après, nous avons comment faire ça aussi. Vous pouvez utiliser, aujourd'hui, il y a à notre disposition 1 million de solutions pour mesurer les calories d'une personne. Il y a même photo et vous avez déjà un macro, une idée de combien de glucides, protéines et lipides la personne mange. Il y a aussi des logiciels. Il y a aussi l'expérience de chaque professionnel qui, en regardant, il sait à peu près. Il y a aussi la main qu'on peut utiliser comme mesure enfant. Ça, c'est pas un problème.
il faut analyser aussi les micronutriments. Associés aux macros, il faut que vous sachiez combien de vitamine A, D, E, K, vitamine B, vitamine C, B9, B12, B6, minéraux, cuivre, fer. Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans chaque aliment. Ça, vous avez aussi des aides. Ok, on ne va pas se mentir. Vous avez des aides de qu'est-ce qu'il y a dans chaque aliment que la personne mange. Parce que c'est impossible, si vous voulez être précis, de savoir tout ce qu'il y a dans les haricots, par exemple. Pour être précis, nous avons des logiciels, nous avons même des études qui nous montrent. Ok? Ça, ce n'est pas un problème non plus. Après, je vais vous montrer où est le problème. Le problème est là. Et c'est ça que la RT2 va vraiment vous faciliter la vie. Parce que savoir quels sont les micronutriments et macronutriments, il n'y a aucune nouveauté. Qu'est-ce que c'est la nouveauté? C'est de savoir analyser les composés bioactifs qui sont dans l'aliment fonctionnel. Qu'est-ce que c'est aliment fonctionnel? C'est un aliment qui a une fonction positive dans le corps de cette personne. On peut avoir des aliments qui sont considérés fonctionnels, bénéfiques, mais qui ne sont pas fonctionnels pour Marie, par exemple. Mais on part du principe qu'un aliment fonctionnel est une substance d'origine naturelle ayant des effets bénéfiques potentiels sur la santé, d'une façon générale. Ces composés peuvent provenir de sources animales, végétales, de micro-organismes, et ils ne sont pas, c'est important ça, ils ne sont pas essentiels pour le fonctionnement normal du corps, mais ils peuvent jouer un rôle complémentaire, ok, significatif dans la prévention, comme complément de traitement pour de diverses conditions de santé. Et ce composé bioactif, il y a un chercheur brésilien qui s'appelle Ney Felipe, qui dans sa thèse de doctorat, et j'utilise cette thèse de doctorat parce que ça a facilité ma vie complètement et je veux vous faciliter la vôtre. Les composés bioactifs en 3 groupes. Les lipides bioactifs, et là on va parler d'oméga 6, oméga 9 et oméga 3. Phytochimiques, et là c'est une grande, énorme famille de phytochimiques. Et probiotiques, en sachant que probiotiques, il y a un concept qui est seulement des compléments alimentaires. Mais on peut avoir des produits prébiotiques, sont ceux qui vont donner la nourriture aux bactéries. Probiotiques sont des bactéries, quand elles viennent par complément alimentaire, s'appellent probiotiques, mais on peut trouver dans l'alimentation aussi culture de bactéries. C'est pour ça qu'on fait cette distinction de probiotiques, compléments alimentaires, et probiotiques naturels. Je parle là de probiotiques naturels. Et après, vous avez un autre groupe dans ce modèle alimentaire qui sont les compléments alimentaires. Okay? Les compléments alimentaires, pour nous, pour moi personnellement, c'est la dernière chose que vous allez faire. Ils sont chers, ils coûtent énormément et ils ne sont pas la solution miracle de personne. Et les laboratoires, c'est pour ça que je suis partie du laboratoire où je travaillais, ils nous montrent tout ce produit-là comme si c'était la solution, tout ce qui va régler le problème d'une personne. Je vous dis avec tout mon cœur, si une personne, elle ne change pas son mode de vie, elle ne change pas son modèle alimentaire, elle peut prendre tous les compléments alimentaires du monde. Ça ne va pas marcher. Elle va mettre, je ne sais pas combien d'euros, dans la poubelle. Ce qu'on appelle la médecine verte. La personne, parce qu'on critique beaucoup les médecins, n'est-ce pas, avec leurs médicaments. Médicaments pour le nez, médicaments pour la tête, médicaments pour l'intestin, médicaments pour les poumons. Mais qu'est-ce que c'est la médecine verte? C'est une plante pour le nez, une substance pour la peau, un collagène pour je ne sais pas quoi. Ça, la personne, elle sort avec un paquet de compléments alimentaires hyper chers
et qui ne feront pas l'objectif escompté. Et la personne sera hyper déçue. Je connais des naturopathes qui ne sortent pas de chez elles sans une poche avec je ne sais pas combien de compléments alimentaires. Et ce même personne vient dans mon cabinet avec la poche en disant qu'elle se sent, la naturopathe, qu'elle se sent misérable, qu'elle a mal au ventre, qu'elle ne se sent pas bien. Expliquez-moi pourquoi, si elle a une poche, elle a déjà tout essayé. Mais elle n'a pas essayé de changer son modèle alimentaire à long terme. Elle a tout fait. Elle n'a pas commencé une activité physique. Peut-être elle est sédentaire. Peut-être elle fait toujours la même activité physique. Vous voyez ça, de gens qui sont maigres comme tout. Ils font toujours les mêmes activités physiques. Ils n'ont pas compris qu'il va falloir gagner de la masse maigre. Il y a ceux qui ont un métabolisme absurde. Peut-être ils sont en hyperthyroïdie. Je ne sais pas. Mais une chose c'est sûre. Il y a une cause pour tout ça. Dit que la personne est stressée, point. Ou dit que c'est génétique, point. Génétique, peut-être, mais elle ne se sentirait pas aussi mal si c'est la génétique. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec tout ce que je dis là ou pas? Donc, ça, c'est l'analyse d'un modèle alimentaire. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous mangez comme glucides, protéines, lipides, vitamines et minéraux, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et les composés bioactifs en termes de lipides bioactifs, phytochimiques. Et ça, lipides bioactifs, phytochimiques, pré- et probiotiques, c'est des heures et des heures de cours. Des heures et des... Parce qu'il faut que vous soyez vraiment... vous sentez de la familiarité avec tout ça. Et comment travailler ça? Comment analyser? Comment regarder un modèle alimentaire? Ça veut dire, vous allez voir qu'est-ce que la personne mange et de suite, vous pouvez dire... C'est très bien en termes de macro, de micro, mais il manque, par exemple, de phytochimiques, il manque de prébiotiques, il manque de lipides, oméga 3, oméga 6, etc. Nous avons une question de Evelyne. Quand on parle de modèle alimentaire, est-ce que cela est le moyen pour rééduquer la thyroïde, le pancréas, etc. Je pense que j'ai mal expliqué. Si la personne elle est en hypothyroïdie, dans un premier temps, ça veut dire quoi? On va analyser son modèle alimentaire. Donc, on va dire qu'elle est en hypothyroïdie. Je reviens à mon cas ici. Je regarde les macros, les glucides, les protéines qu'elle mange, les lipides qu'elle mange. Je regarde les vitamines et les minéraux. Et là, je me pose comme question. Je regarde le modèle alimentaire de la personne. Est-ce qu'elle mange suffisamment de fer, suffisamment de zinc, suffisamment de sélénium? Pourquoi je pose ces questions spécifiques? Suffisamment de vitamine D, de vitamine A. Pourquoi je pose ces questions spécifiques? Parce qu'on parle de hypothyroïdie. Donc, je sais, moi, Elisa, que dans le cas de hypothyroïdie, nous avons besoin d'un groupe de vitamines et de minéraux très spécifiques. OK? Et là, j'analyse le modèle alimentaire de cette dame. OK? Et là, je vais voir que non, qu'elle ne mange pas suffisamment de sélénium, qu'elle ne mange pas suffisamment, et qu'elle prend de compléments alimentaires. Ah, mais elle prend du sélénium et je vois que dans l'alimentation, il n'y a pas de sélénium. On a un problème. On a un problème. Parce que avant de prendre ce complément alimentaire, il faut qu'elle mange. Pourquoi? Parce que quelle est la biodisponibilité de cette dame? Quel est l'intestin de cette dame? Est-ce qu'il absorbe bien ou pas? Donc, quand vous me demandez si un modèle alimentaire, la question était... Quand on parle de modèle alimentaire, est-ce que cela est le moyen pour rééduquer la thyroïde? Bah oui. Bah oui. Et là, dans le modèle alimentaire, à long terme, je peux même proposer un régime alimentaire dans un premier temps, mais après, dans son modèle alimentaire, ce qu'on va chercher, c'est qu'elle utilise le zinc, le fer, la vitamine A à long terme, dans l'alimentation, et pas en train d'acheter des compléments alimentaires. Mais dans un premier temps, je peux lui proposer un régime pour la thyroïde, oui. Mais après... avec les choses qu'elle aime bien manger, etc. On va composer un modèle alimentaire pour elle. C'est clair? Alors, comment on va analyser et surtout prescrire
un modèle alimentaire à une personne d'une façon assertive et efficace. Donc, un modèle alimentaire proposé par un professionnel de santé, il doit avoir 3 caractéristiques. Première caractéristique, qualitative. Je vais expliquer chacun. Deuxième, inclusive. Et troisième, progressive. Donc, voyons qu'est-ce que c'est un modèle alimentaire qualitatif. Regardez cette photo. Regardez la photo. Vous avez 600 kilocalories du côté gauche et 900 kilocalories du côté droit. Vous savez très bien que qualitatif, c'est le côté gauche. Et là, tout de suite, il y a ceux qui vont dire « Ah, mais elle est en train de manger du riz blanc. Et alors? Et alors? » Je ne sais pas qui est la personne qui est en train de manger, qui a ce modèle alimentaire. Peut-être elle a une glycémie top, elle est top, tout est top, son intestin est top. Donc, elle peut manger comme ça et rien à dire. En revanche, si vous avez, là, elle mélange par exemple l'haricot avec du riz, ça c'est un modèle alimentaire brésilien. Il y a de la protéine. Regardons les macronutriments. Il y a de la protéine, oui. Il y a de lipides, oui. Il y a de glucides, oui. Après, on va regarder la question de vitamines, des sels minéraux, de chaque composé de cette alimentation. Et après, on va regarder les phytonutriments. Donc, si on regarde déjà les haricots, il y a du polyphénol, il y a des flavonoïdes, il y a des saponines dans cet haricot-là. Saponine, par exemple, je sais qu'il va réduire le cholestérol, améliorer la santé cardiaque. Il y a du prébiotique parce qu'ils sont particulièrement les haricots riches en fibres alimentaires. Et non, Elisa, mais cette personne, elle est en processus, elle est en surpoids. Alors, qu'est-ce qu'on va limiter? On va limiter le riz blanc comparé à notre haricot, parce que l'haricot, il y a du glucide et de la protéine, en tant que le blanc, il n'y a que du glucide. Enfin, il y a l'effet prébiotique des fibres solubles qui vont aider à réguler le sucre dans le sang, réduire le cholestérol. Il y a des fibres insolubles, il y a la salade, il y a lycopène, n'est-ce pas? Pour les tomates, c'est le caroténoïde le plus abondant dans les tomates. Il y a aussi des flavonoïdes qui contiennent, le tomate contient beaucoup de flavonoïdes, quercétine, camphophyrol, qui sert à quoi? Propriétés anti-inflammatoires. Ils peuvent contribuer aussi au risque de réduire les maladies chroniques à long terme. À long terme. Mais il y a aussi la question de la répétition. Il y a des Brésiliens qui mangent ça matin, midi, soir. C'est pas possible. Donc, le modèle alimentaire est trop répétitif. Et ce modèle du milkshake, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des produits transformés, il y a énormément de sucre, il y a énormément de tout ce qu'il ne faut pas manger. Ah, mais Elisa, mais c'est bon, j'adore ça. On est d'accord, on est complètement d'accord. Mais est-ce que cette personne, elle est jeune, elle est âgée, elle est dans quelles conditions? Parce que boire un milkshake de 900 kilocalories, c'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous invite à connaître plus profondément la semaine de l'immersion pratique en nutrition fonctionnelle que je vais vous présenter. Pour perdre du poids, il faut fermer la bouche. Faux, absolument faux. La preuve est, vous avez le milkshake à 900 kilocalories et vous mangez beaucoup plus en termes de densité nutritionnelle si vous prenez ce plat ici à 600 kilocalories. Ça, il faut montrer aux gens, tout simplement. Mais ce n'est pas une règle. Ah, Elisa, alors tout le monde doit manger. Parce que, par exemple, l'haricot, il peut donner beaucoup de gaz. Ah, mais il faut tremper. Mais il y a ceux qui trempent, ils donnent encore de gaz. OK? Donc, attention. Attention. Si c'était facile, on ne serait pas là. S'il y avait un protocole, quelque chose que vous mémorisez, ah, ça serait super. Mais l'être humain, je trouve que c'est heureusement, ils ne sont pas pareils. Ils vont répondre. Et il y a aussi la quantité. Il y a des gens qui vont répondre à cette quantité d'haricots très bien.
En revanche, s'il mange 2 fois plus ça passera pas. Tout aussi est une question de, il faut essayer, il faut discuter, il faut faire le client ou le patient participer. Bon, ici, c'est notre immersion pratique en nutrition qui va commencer lundi prochain, lundi, mardi, mercredi. On commence à 19h29 pile. Donc là, je donne la première information pour ceux qui sont inscrits et pour ceux qui vont s'inscrire. Peut-être il y en a encore des gens qui vont s'inscrire. C'est que si vous arrivez à l'heure de suite de 7h29 jusqu'à 7h40, vous aurez déjà une carte mentale d'entrée. Je vais vous donner une carte mentale sur le métabolisme des glucides. C'est une carte mentale généralisée très bien sur le métabolisme des glucides. Si vous arrivez après 19h40, vous n'aurez pas la carte mentale. Vous avez compris ça? Donc, quand je dis que ça commence à 19h29, ça commence à 19h29. Vous avez remarqué que j'ai toujours commencé à l'heure. Donc, soyez à l'heure parce que vous aurez ce cadeau de ma part qui va jusqu'à, je donne une petite tolérance, jusqu'à 19h40. Après cela, plus de carte mentale. Et je donne vraiment pas parce qu'il faut faire respect à ceux qui étaient là à 19h29. OK? Donc ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Et l'autre chose que je voudrais commencer à discuter avec vous, c'est la question de la légitimité. Parce que la légitimité, je remarque que certains professionnels, pendant le live, pendant l'immersion, sont très attachés à « est-ce que j'aurai un diplôme ?» Diplôme, c'est une chose, certificat, c'est une autre. Il y a même ceux qui veulent un certificat parce qu'ils étaient là dans la formation gratuite. Comment je peux donner un certificat? Je ne sais pas qui vous êtes, si vous étiez là ou pas. Ça ne sert à rien, ce certificat. Absolument rien. Donc, je suis très franche avec les gens. Ah, je veux un certificat, pourquoi faire? Ça vaut rien, ça. Donc, je remarque que certains professionnels cherchent toujours une légitimité. Un diplôme, un DU, un diplôme universitaire, ils cherchent toujours plus de diplômes, plus de certificats. Ma question est, vous avez déjà un diplôme ou un certificat? Vous avez déjà un certificat en tant que naturopathe? Vous avez déjà un diplôme de médecin, un diplôme de dentiste, un diplôme de pharmacien ou un certificat de thérapeute? Ok, c'est bon. Vous avez un certificat ou un diplôme. Pourquoi vous insistez de chercher plus de papiers, de diplômes, de ça? Parce que la légitimité, mes élèves, je peux vous appeler mes élèves, parce que comme vous êtes là, la légitimité est un concept clé dans la construction de la crédibilité et de l'autorité professionnelle, particulièrement pour les professionnels de santé. Quand quelqu'un va chez vous, il ne vous demande pas de sortir tous vos diplômes, de sortir tous vos certificats. Vous avez un diplôme principal, vous avez un certificat principal. Ce que la personne s'intéresse est pas du tout l'accumulation des diplômes. Ce qu'elle veut savoir, c'est les résultats, tout simplement. Les résultats que vous apportez à votre clientèle, à votre patientèle. Quel est le résultat? Et aussi, vous engager à résoudre quoi exactement? Vous allez promettre à quelqu'un la santé thyroïdienne. Ok, vous aurez la santé thyroïdienne. Mais il faut que vous engagez à quelque chose. Et quand vous dites, venez vers moi parce que vous aurez santé, vous seriez épanoui. Vous aurez une santé de béton. Tout ça, c'est du pipeau. Il faut engager, il faut avoir une proposition, une offre, quelque chose de concret. Parce que sinon, vous êtes comme les autres. Vous êtes dans le milieu de tout le monde. OK? Donc, il faut que vous fassiez attention à votre communication et à votre proposition de travail. Donc, les résultats que vous apportez, votre engagement vers votre clientèle, montrez que vous êtes véritablement dévoué
à une partie de leur bien-être et que vous allez regarder d'améliorer la personne. Mais si vous dites ça, quand je m'occupe de la santé thyroïdienne d'une personne dans la vision de la nutrition fonctionnelle, je ne commence pas par la thyroïde. Je vais regarder l'intestin, je vais regarder le stress oxydatif, donc je vais regarder la personne. Vous comprenez ça? Et donc, vous engagez parfois à des choses qui ne veut rien dire. Donc, je voudrais laisser comme message aujourd'hui, plutôt que de chercher à cumuler des diplômes, concentrez-vous sur l'impact réel de votre pratique, sur la satisfaction de votre client et de vos patients, sur votre engagement éthique et professionnel. C'est ainsi que vous allez bâtir une légitimité durable et reconnue. Je vais vous montrer mes élèves. Vous allez voir pendant la formation. Donc, je voudrais quand même aujourd'hui vous montrer ici l'académie. Vous savez que nous avons une plateforme qui s'appelle l'Académie Marceau, une plateforme de formation pour les professionnels de santé. Et je voudrais ici vous montrer une partie de cette formation. J'ai déjà montré les formations gratuites, apprendre à apprendre. J'ai montré pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais vous montrer ici, vous cliquez sur formation en nutrition fonctionnelle et vous allez voir ça. Les formations. Vous allez cliquer sur la route de la transformation. Vous souhaitez appliquer la nutrition fonctionnelle dans votre activité de santé et transformer votre vie. Découvrez la formation. Vous pouvez faire ça, ok? Après, vous pouvez faire ça. Donc ici, vous avez la route de la transformation et ici, vous avez accès à la plaquette de la RT2. Et là, vous avez une plaquette avec toute l'explication de qu'est-ce que c'est cette formation RT2. Vous avez pourquoi la nutrition fonctionnelle. Vous trouvez les réponses, que vous soyez naturopathe, diététicien, médecin, coach en nutrition, pharmacien, ostéopathe, coach sportif, dentiste. Pourquoi j'ai fait cette liste? Parce que c'est la liste, et je n'ai pas mis vétérinaire, mais c'est la liste kinésithérapeute que j'ai comme mes élèves. On a des infirmières, des kinésithérapeutes, des chiropracteurs. Ici, vous avez des témoignages, on a déjà parlé de ça. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui, ici, c'est la roue de la transformation, les processus biochimiques, les 7 nœuds, avec les yeux fermés, là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous avez d'un côté le professionnel de santé et ici le patient. Et il y a toute l'explication. Apprenez à appliquer la nutrition avec la formation. Je ne vais pas vous lire ça. Ce n'est pas une propagande. C'est que pour ceux qui ne connaissent pas la nutrition fonctionnelle, vous avez ici des questions. Est-ce que ma profession est concernée? Vous cliquez ici et vous avez la réponse. Est-ce que je vais avoir le temps pour faire cette formation? Est-ce que j'ai la capacité de suivre la RT2? Est-ce que je ne suis pas trop âgée pour étudier et apprendre? Est-ce que c'est le meilleur moment pour commencer? J'ai peur d'investir et de ne pas pouvoir le faire. L'investissement personnel est énorme. Comment intégrer la nutrition fonctionnelle dans mon métier? J'ai beaucoup de lacunes en biochimie. J'ai essayé de répondre à toutes les questions qui ont passé par la tête de Jean. Ici, vous pouvez me voir à Toulouse. Voilà. Ici, je suis en train de donner un cours qui s'appelle les 12 types de ménopause. Ça sont des médecins, la grosse majorité. Il y a des naturopathes, il y a des ostéopathes. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire toute la France en train de proposer des formations. Ici, vous avez les contenus du programme de la formation. Parce que je vais vous présenter tout ça dans le dernier jour. Mais vous pouvez déjà évoluer et regarder un peu. D'accord? Le module 1, là, vous avez un résumé de qu'est-ce que c'est le module 1. Module 2, la vision fonctionnelle de l'alimentation. Votre patient ou votre client dans la matrice. Je ne vais pas lire tous les 21 modules là. Cas clinique d'assimilation, qui est un module pour la vitamine D, les nœuds énergie, stress oxydatif.
Et il faut regarder que tout ça, vous aurez dans la formation. Jusqu'à intégrité, la biologie fonctionnelle, le Covid. J'ai pris le Covid que comme un exemple de maladie virale. J'ai pris le Covid-19. J'ai dit immunitaire, vous savez pourquoi. Mais c'est un exemple de toutes les maladies virales auront cette même approche. Cas clinique et nutrition fonctionnelle, marketing avec éthique, préparation à la certification. Vous avez tous les formats et supports de la formation, vidéo, les PDF, etc. Enfin, je vous montre ça, l'avis de quelques élèves, mais vous allez voir et écouter pendant notre... Et la certification, voilà, le certificat que vous aurez, ok? Donc, vous avez la possibilité de connaître tout ça déjà. L'objectif de la formation RT2, c'est que tout le monde puisse agir et déjà commencer à agir en tant que professionnel de santé en nutrition fonctionnelle. Vous allez devenir un professionnel fonctionnel. La formation 12 ménopause n'est pas dans la RT2 sous ce format-là. Elle est sur un format mieux que cela. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, il y avait l'auteur de la formation en 12 ménopause, qui d'ailleurs est décédé dans un accident de voiture. Et donc, je n'utilise plus cette façon de travailler parce que c'était trop dépendante de ce concept à lui. Mais vous aurez la ménopause. Alors, ici, pour ceux qui veulent participer de notre VIP, qui est le groupe WhatsApp, vous aurez l'opportunité de voir tout ça. Je vous ai montré hier. Participer du VIP, c'est important. Vous aurez toutes les informations, d'accord? Je vous ai dit les 3 caractéristiques. Le deuxième, c'est que le modèle alimentaire doit être inclusif. Il y a des gens qui sont passionnés par le pain. Ils adorent le pain. Et donc, notre objectif, ce n'est pas immédiatement d'éliminer le pain de cette personne. Je vous donne une possibilité qui est d'inclure au pain avec le jus de citron. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'amylase salivaire, qui va digérer l'amidon du pain et qui va augmenter la glycémie à la fin, elle fonctionne bien, l'amylase salivaire ou ptyaline, dans un contexte d'environnement basique. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de modèle acido-basique. Vous voyez? Là, j'utilise un modèle, j'utilise une astuce pour que la personne puisse manger du pain. Donc, elle va manger le pain avec le citron. Pourquoi? Pour changer l'environnement pour la ptyaline ou pour l'amylase salivaire, c'est la même chose. Et comme ça, l'environnement qui pour la ptyaline idéal et basique, on aura un environnement plutôt acide. L'amylase n'aime pas un environnement acide. Donc, l'action de l'amylase sera affaiblie par la présence de l'acide. Donc, va réduire ainsi les pics glycémiques. Là, vous allez me demander, mais c'est pour qui? Mais c'est pour les diabétiques? C'est pas pour le... Je vous donne un exemple que pour montrer comment on peut composer les choses et être inclusif. Parfois, ça ne sera pas possible. On peut utiliser aussi le vinaigre. Le vinaigre va augmenter la satiété et il va participer aussi de cette question de diminuer le pic glycémique de l'amidon. Je vous montre ici, tout simplement, un article. Vinegar supplementation lowers glucose and insulin response, ou seja, c'est-à-dire la supplémentation ou l'utilisation du vinaigre va baisser le glucose et la réponse insulinique et va augmenter la satiété après un repas avec le pain. Un sujet qui ont de la santé, même s'ils sont dans une condition parfois de déséquilibre. C'est pour vous donner un exemple. Et il y a une autre chose qu'on peut faire. Pour ceux qui ont déjà une maladie installée, on peut proposer aussi un pain cétogène qui y aura 2 grammes de glucides sur 100 grammes. Ça veut dire rien du tout.
Vous voyez? Donc, un pain, pas le régime cétogénique. Dans le modèle alimentaire de la personne, j'ai mis un pain cétogène. Vous comprenez là, modèle régime? Ce n'est pas un régime cétogénique, hein? Mais je peux utiliser un pain cétogène, fait à la maison d'ailleurs. Modèle alimentaire progressif. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas changer le modèle alimentaire d'une personne du jour au lendemain. Vous allez construire avec votre client ou votre patient un modèle alimentaire progressif. Signifie prendre du temps, ne pas vouloir changer du tout au tout, parce que vous n'allez rien changer si vous faites comme ça. Ça, c'est une expérience clinique très importante. Il faut demander si on peut au client, il veut commencer par quoi, on va changer quoi, quelle est l'importance de changer X ou Y comme impact pour sa santé. Il faut que le patient se sente bien tout de suite. Et donc, ici, vous avez la revue Nature, qui est une des revues les plus respectées au monde, qui le microbiote met du temps à changer. Lorsque nous sommes exposés à une alimentation saine, les choses doivent être à long terme. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Les modèles proposés doivent respecter la progression, doucement et toujours. OK? Donc, pensez à changer les habitudes, même vos habitudes. Ça va prendre du temps. Et il n'y a pas de magie. Plouf! Tout commence à non. Vous avez l'opportunité dans la formation de connaître, pour ceux qui ne connaissent pas, la théorie transthéorique du changement. Ça, c'est la partie psychique du changement, où vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont en pré-contemplation. Ils ne savent même pas qu'ils ont cette problématique-là. Ils sont en pré-contemplation. Après, ils commencent à se dire, peut-être c'est mon cas, peut-être j'ai ce problème-là. Ils sont en contemplation. Après, il y a la préparation. Ils commencent à aller au supermarché, regarder les choses, changer quelque chose. Ils commencent à se préparer. Et après, il y a l'action. Mais attention, si vous faites tout ce processus de n'importe comment, il y aura la chute. Et on revient au point de départ. Et pour recommencer, ça va être beaucoup plus difficile. N'est-ce pas? Donc, ça, cette photo, c'est pour vous montrer qu'on a dysbiose et on a un moment de passer à eubiose. Je vais traiter ce sujet dans notre formation de lundi. C'est notre premier sujet. Parce que c'est pas évident pour un adulte de passer, de changer ces bactéries comme ça. Vous allez voir quelles sont les fenêtres des opportunités de changement du microbiote. On va parler de ça. Les fenêtres des opportunités que vous pouvez changer le microbiote d'une personne. Ça sera discuté lundi. Rappelez-vous également de la progression du comportement, qu'est ce que je viens de vous dire. Vous voulez un exemple pratique de tout ça? Vous aurez mercredi, où on aura l'exemple pratique de Choucha. Je vais prendre depuis au début, quand elle était petite, jusqu'à sa vie adulte. On va passer par la biochimie, on va passer par le lien, on va parler de dysbiose, on va parler d'eubiose, on va parler d'alimentation, on va parler d'inflammation, on va parler de beaucoup de choses dans ce 3e jour. OK? Mais il faut que vous preniez tout le cheminement, les échauffements, les vidéos. On est là pour vous donner le maximum et pour l'instant, c'est vraiment l'information. Ce n'est pas de la connaissance appliquée parce que ça, vous allez faire dans un autre temps. Mais pour que vous soyez tombés amoureux comme je suis de cette proposition qui est la nutrition fonctionnelle. Je vous vois demain alors, notre dernier jour où on aura ce sujet-là. Comment évaluer les piliers digestifs de votre client ou de votre patient. On va apprendre les signes révélateurs de digestion compromise, comment la nutrition fonctionnelle peut restaurer l'équilibre et la santé. Je vais vous donner évidemment un tableau de tout ça. D'accord? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait avec ce que je vous propose? Dites-moi, c'est important pour moi d'avoir un feedback. Naïma a trouvé très intéressant.
Voilà, Naïma, vous êtes en train de faire un cheminement. Quand on commence, on trouve intéressant, on trouve pourquoi pas. Et au fur et à mesure, on commence à s'engager et à dire, c'est pas possible que je ne fasse pas ça. Parce que c'est ça que je ressens. Et c'est ça que vous allez écouter de la bouche de mes élèves. À un moment donné, vous vous dites, non, mais je vais le faire, quoi. C'est pas possible. Merci, Bakil. Il a dit top. Vous êtes très gentil, vous dites toujours merci, merci. Mais pour moi, ce qui est important, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous prenez conscience de choses que vous ne savez pas? Est-ce que vous avez déjà vu ce type de proposition de cette façon-là, qu'on vous accompagne de A à Z? Et on vous accompagne, c'est pas que la partie scientifique. On vous accompagne aussi sur la partie marketing, comment vous vendre, parce que vous pouvez connaître beaucoup de choses. Mais si vous ne savez pas aujourd'hui, avec la compétitivité, sortir du lot, ça va être compliqué. Pour les médecins, par exemple, j'ai 2 élèves médecins que eux, ils disent, Élise, vous avez changé ma vie. Parce qu'un médecin, il n'a pas la possibilité de s'arrêter. C'est à chaque 20 minutes, 15 minutes, il a un patient. Il n'a pas le temps de réfléchir sur son patient, sur sa patientèle. Donc, je vais le conduire à ça. Ce n'est pas une modification que je vais lui dire, fermez votre cabinet, on commence quelque chose. Absolument pas. Pour la même chose, ceux qui ont déjà un rythme très speedé, comme les kinésithérapeutes, j'en ai des kinésithérapeutes, j'en ai des ostéopathes. J'ai des ostéopathes qui sont encore dans le ralenti et j'ai des ostéopathes déjà, j'ai des dentistes. Donc, c'est vraiment une proposition extrêmement nouvelle en France que je vous propose parce que ça marche. C'est pour ça. Ah, merci Naïma. J'ai éclairci beaucoup de choses. Bon, ok. Donc, je vous vois demain. Je vous remercie. Si on n'est pas satisfait, on n'est pas remboursé de toute façon. C'est gratuit. Tout à fait. Ah, il y a, comment elle s'appelle? Non, c'est Sébastien. Sébastien, il a dit, si on n'est pas satisfait, on n'est pas remboursé parce que de toute façon, c'est gratuit. Tout à fait. C'est moi qui ai rajouté c'est gratuit. Ah, oui. On n'est pas remboursé. Eric ajoute, ben oui, c'est gratuit. Donc, vous ne pouvez pas être remboursé. Mais ce n'est pas du tout ça l'esprit. Ok? L'esprit, ce n'est pas de vous vendre une formation. Je sais que tout le monde dit ça, mais il n'y a pas une autre phrase, mon Dieu. Mais vous allez écouter ça de la bouche de mes élèves. Je pense que moi, dire les choses, mais je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent ressentir ma sincérité. Je ne sais pas. Donc, pourquoi, Elisa, vous faites ça? Je fais ça parce que ma mission dans ce monde est de contribuer avec une goutte dans l'océan pour que la santé change, le concept de santé change. Je sais, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est possible parce que de plus en plus, on a des gens qui viennent vers nous. Ça veut dire alors que c'est possible, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on fait changer le monde. Je compte sur vous. OK? À demain.